Si je vous apprenais à déployer une IA en local pour conserver vos données, créer un système deuxième cerveau IA, ce qu'on appelle un second brain, dans votre ordinateur. Et mieux que ça, je vais vous montrer qu'il est possible d'utiliser des interfaces gratuitement chez Nvidia. Nvidia a mis à disposition des puces IA qui n'entraînent pas les modèles et vous allez avoir accès à plus de 157 modèles, dont, au moment où je vous parle, des modèles tels que ceux d'Anthropic, Haiku, Opus 4.7, Sonnet 4.6 et bien plus encore, comme le Kimika 2.6 ou encore le dernier modèle de Mistral, le DeepSeek V4 Flash et Pro, tout ça gratuit. Alors je vais vous donner toutes ces astuces dans cette vidéo. L'objectif, c'est avant tout de vous alerter sur une chose. Vous allez vous rendre compte, les IA ne sont pas des machines de vérité. C'est un outil qui peut halluciner. À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez pallier, grâce à la constitution d'une base de connaissances, un deuxième cerveau, à ce problème, l'hallucination des IA. Je vais vous donner quelques conseils et quelques tips, la gouvernance des données. Tout ça dans cette vidéo. Ce qui va être absolument exceptionnel avec ce type d'interface, c'est que vous allez pouvoir créer exactement la même chose que vous avez avec ChatGPT, c'est-à-dire un espace de travail où vous allez pouvoir utiliser un modèle d'IA que vous allez sélectionner dans une base de données et vous allez faire du sur-mesure. Vous allez mettre un prompt système, un comportement du modèle, des prompts préenregistrés, vous pouvez activer la recherche internet, vous pouvez activer la génération d'images, tout ça à partir de l'interface OpenWeb UI. Toutes les entreprises qui sont soucieuses de la privacy des données, les personnes qui veulent utiliser des modèles qui n'entraînent pas leurs IA avec leurs data, OpenWeb UI est un outil majeur. Déjà parce que vous pouvez avoir plus de 1000 modèles à utiliser, dont une très grande partie peut être également des modèles absolument privés. Je vais vous montrer qu'on va pouvoir intégrer différents endpoints, ce qu'on appelle donc les points de connexion à des API, en utilisant donc des interfaces qui sont soit gratuites et qui n'entraînent pas les modèles, soit payante. Dans ce cas-là, vous avez des connexions SSL pour les entreprises. Vous allez pouvoir choisir à partir de 1000 modèles le modèle que vous voulez utiliser pour votre entreprise et notamment, vous allez pouvoir utiliser des modèles en local ou qui tournent sur des processeurs privés en utilisant par exemple l'interface Ollama qu'on a vu dans une vidéo précédente. Ça va vous permettre d'utiliser les tout derniers modèles DeepSeek V4, DeepSeek V4 Pro, Mistral et je vais vous montrer comment on va intégrer donc différentes liaisons API dans ce système. Tout ça pour avoir à la fois une privacy des data, du travail et de pouvoir utiliser différents IA en simultané. Pour pouvoir installer l'interface OpenWeb UI, rendez-vous à cette adresse, celle qui se trouve juste au-dessus. Ceux qui ont les cours disposeront donc des liens et des ressources qui seront en description des cours. Vous allez donc prendre la ligne de commande. Dans votre terminal Windows, vous allez utiliser cette ligne de commande ici et vous allez lancer en lançant la commande OpenWeb UI Serve. L'installation va durer environ une quinzaine de minutes. Vous appuyez la vidéo sur pause et vous reprenez le tuto juste après. Vous avez la possibilité de l'installer également à partir de Docker, ceux qui ont l'habitude de Docker. Vous suivez donc le process en utilisant les informations qui sont à cette adresse pour le déploiement de OpenWeb UI. On passe maintenant à la configuration de chacun des comptes pour avoir des IA gratuitement et des IA qui n'entraînent pas vos données à utiliser dans votre interface. L'IA aujourd'hui est un levier indispensable de la productivité et de l'efficacité. Au lieu de perdre du temps en tâtonnant, en faisant des essais, ce que je vous propose, c'est de passer d'un utilisateur occasionnel à un professionnel en moins de 15 jours. Vous serez capable de construire des systèmes IA utiles, propres, auditables, activables en entreprise. Arrêtez de jouer avec l'intelligence artificielle. Devenez la personne que les entreprises appellent pour la déployer, la structurer et la rendre rentable. Aujourd'hui, une entreprise met plus de 7 mois à trouver un candidat qui sait utiliser l'intelligence artificielle. Faites partie de ceux qui vont rester dans le marché du travail, pas ceux qui seront remplacés par quelqu'un qui sait se servir de l'IA. La formation inclut plus de 80 heures de cours qui sont régulièrement mises à jour parce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de dynamique. Nous sommes certainement les numéros 1 sur le domaine des updates au niveau des compétences. Vous apprenez à votre rythme, vous passez les diplômes Google et Anthropic à votre rythme. On vous prépare pour être les meilleurs sur le marché. Toutes les infos sont en description. Pour cela, rendez-vous à cette adresse. Je vais vous mettre encore une fois au niveau des cours l'adresse précise pour pouvoir installer et créer un compte auprès de Nvidia. Ici, vous allez pouvoir accéder à 157 modèles chez Nvidia et vous allez cliquer donc sur votre compte, aller dans la partie clé API et vous allez générer
une clé API. Cette clé, on va l'activer et on va s'en servir pour l'intégration. Alors comment fonctionne le système de principe de NVIDIA? Quand vous cliquez sur l'interface, vous avez ici le code, donc vous avez ce qu'on appelle le endpoint. Ça, c'est la structure du endpoint qu'on va récupérer pour faire notre demande. Et vous allez en fait remplacer la clé API qui est ici. Donc on va récupérer ce endpoint qui est là, on va aller dans l'interface OpenWebUI dans la section connexion. Vous avez une section qui s'appelle API. Vous allez cliquer sur ajouter une connexion et c'est ici que vous allez rentrer le endpoint de la section. Vous rentrez votre endpoint, vous rentrez votre clé API et vous faites un test en vérifiant la connexion. Vous allez avoir un message qui vous indique la connexion est faite. À partir de ce moment, vous allez avoir un moment où les modèles vont être téléchargés. Alors si vous voulez tous les modèles, vous laissez vide l'ID des modèles, mais si vous voulez que certains modèles, vous allez récupérer le nom qui est utilisé. Dans le cas précis, ça va être le Kimika 2, mais il faut l'écrire exactement de la même manière. Donc idéalement, vous reprenez cette séquence ici, si vous voulez le sélectionner, et sélectionner que le modèle en question. Donc ici, on peut ajouter un modèle précis en rajoutant uniquement le nom du modèle et vous enregistrez. Au moment où vous allez en fait envoyer la connexion API de votre interface, tous les modèles vont se télécharger dans la section modèle. C'est ici que vous allez découvrir que tout à coup, vous allez avoir 157 modèles qui vont arriver. Alors pas d'inquiétude, vous allez cliquer sur le bouton désactiver ou activer tout, et ça va vous permettre de sélectionner manuellement lequel vous souhaitez. Parmi les modèles, vous avez vu que j'ai Anthropic, Haiku. On a 23 pages de modèles. Alors comme je vous l'indiquais, les modèles Anthropic tournent actuellement sur les processeurs de NVIDIA. Il se peut que des modèles soient également très demandés, donc il peut y avoir de la latence sur certains modèles qui sont gratuits. Mais néanmoins, vous pouvez donc les activer en activant le toggle latéral. Je vais vous montrer qu'on va pouvoir aussi intégrer des domaines comme ceux de Mistral de la même manière. On va donc cliquer sur le bouton Try Studio. Dans cette section, on va aller dans la section clé API. Vous allez générer une clé, créer une nouvelle clé. Une fois que vous avez généré votre clé, on va retourner donc dans l'interface principale, connexion, vous allez faire plus, vous allez voir une URL qui est déjà générée, c'est celle apimistral.aiv1. Vous cochez, vous intégrez la clé barrière, vous mettez si vous voulez uniquement certains modèles pour ne pas tous les avoir comme on a fait préalablement, ou bien vous les enregistrez et par la suite, vous allez avoir donc accès aux modèles. Et si vous voulez avoir les modèles qui sont spécifiques de chez Mistral, vous allez dans l'interface et vous allez taper Mistral et vous avez donc les modèles qui s'affichent de tous les modèles de Mistral. J'ai donc activé uniquement le Mistral large dans cette section. Ça, ce sont des modèles embedding, donc pas d'utilité. Pour avoir le dernier modèle, vous prenez soit le modèle qui s'appelle l'attest, soit le modèle qui est le modèle de fonctionnement par défaut. Ce système-là va vous permettre également d'intégrer des systèmes payants, comme ceux de OpenAI. Donc rendez-vous dans l'interface de chez OpenAI, dans la section API Key, vous allez cliquer, créer une clé secrète, vous allez l'activer, la récupérer, retourner dans l'interface, et c'est comme ça que vous allez pouvoir accéder à tous les modèles de ChatGPT à partir de votre interface, que ce soit les modèles qui sont payants et gratuits. Alors, les modèles comme GPT-OS 120B, par exemple, sont des modèles que vous pouvez avoir de manière complètement gratuite. Et je vais vous montrer comment. Rendez-vous dans l'interface de Ollama. Donc Ollama, on a déjà fait des vidéos dessus pour pouvoir le déployer. Ce que vous faites, comme d'hab, c'est que vous allez dans la partie Download, vous téléchargez l'interface Mac, Linux, OS, Windows, vous l'installez et vous lancez l'interface Ollama. Une fois que le système Ollama est lancé, vous allez avoir donc des modèles qui vont être accessibles sur la barre latérale. On en a déjà vu dans d'autres vidéos que je vous ai faites. À partir de maintenant, ça veut dire que tout ce que vous allez en taper, créer et rédiger sera privé. Aucune de ces informations n'entraîne les modèles, qui vous permet d'avoir de très nombreux modèles, en partie gratuitement. Pour avoir les modèles les plus avancés chez Ollama, notamment les tout derniers modèles, le Qwen 3.6 qui vient de sortir, ou le Kimika 2.6, ça, ce sont des modèles que vous pouvez avoir uniquement sur les forfaits à partir de 20$ par mois. Mais sinon, vous avez des modèles gratuits, notamment les Gemma 4, les Nemotron, et vous avez également les anciennes versions de Gemini Flash qui sont gratuites sur l'interface. Bien sûr, si vous avez une carte graphique dédiée, vous pouvez aussi installer ces modèles en local. Ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir les activer de manière complètement personnelle et anonyme, vous activez la fonction API Ollama, vous activez simplement le toggle, juste ici. Ce qui fait que maintenant, j'ai accès au modèle de chez Ollama, OS 120B Cloud en système privé,
c'est-à-dire que ces modèles-là, je ne vais pas entraîner les modèles, ils seront privés. C'est des modèles de raisonnement qui ont été développés par OpenAI. Ça fait partie d'une partie des modèles. Mais ce qui vous permettra aussi d'accéder à d'autres modèles, notamment les modèles Qwen, si vous souhaitez. Donc vous activez sur le toggle latéral. À partir de maintenant, vous avez tout configuré pour pouvoir utiliser ces modèles avec vos données. Ce système va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle un espace de travail. Alors c'est extrêmement avancé parce que les espaces de travail, c'est les mêmes principes que les projets dans OpenAI. C'est-à-dire que vous allez sélectionner un modèle, donc vous choisissez le modèle que vous voulez utiliser. Par exemple, je peux utiliser le DeepSeek V4 Flash. Vous pouvez lui donner un prompt système. On va aller très simplement répondre uniquement en français. Et donc, je vais le taguer pour lui donner V4 FR. Donc, je sais que c'est un modèle que j'aurais automatisé pour répondre en français. Je vais activer les recherches web par-dessus et je vais pouvoir donc directement basculer soit dans un espace de travail, soit dans une conversation. Le bouton moins pour retirer un modèle, le système de menu déroulant va me donner accès au DeepSeek V4 FR. J'ai l'activation de la recherche internet. Quelles sont les dernières actualités sur Claude Anthropic en date de cette semaine? Donc le modèle va faire une requête sur internet et va gérer donc la gestion des outils. On pourrait bien faire mieux, on pourrait faire un prompt système avec l'utilisation des outils et on peut même connecter Perplexity pour avoir un système plus avancé, mais vous voyez que le système était relativement rapide. Donc dans le système qu'on est en train d'utiliser, on a eu donc le chargement des requêtes internet et de la même façon que vous avez l'habitude d'utiliser donc les systèmes de recherche, les informations sont envoyées dans le contexte et vous travaillez avec le système. L'intérêt fondamental en fait de ces outils, c'est qu'on garde une privacy des data. Donc là où on va avoir un intérêt particulier, c'est la gestion des documents. Donc dans la section des documents, vous allez pouvoir créer des bases de connaissances. Donc, pour ceux qui ont déjà suivi mes précédentes vidéos où je parlais des deuxièmes cerveaux avec Obsidian et les nécessités de créer des structures de data optimisées pour les IA, vous avez en fait un système qui va vous permettre d'intégrer soit le moteur d'extraction de contenu par défaut, je vais vous montrer comment ça fonctionne, avec l'extraction éventuellement des images par défaut. Donc, je vais vous montrer un peu ce qui va se passer quand on va en créer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser deux IA et voir comment une IA peut halluciner lors d'une réponse. Vous faites confiance à une IA, mais si cette IA vous amène droit dans une erreur. Et vous allez vous rendre compte, vous ne serez pas en mesure de le détecter. Le miroir du problème, c'est que l'absence de méthode de travail vous amène dans un cadre où ça peut provoquer l'erreur et donc des conséquences pour votre travail et votre entreprise. Ce que je vous amène, c'est un cadre, un chemin, des outils, des agents IA, des méthodes de travail et ça change tout au niveau du résultat. Pour savoir comment faire plus en détail, rendez-vous dans les formations et maintenant on passe sur la partie tuto. Vous avez la possibilité d'aller rechercher soit des fichiers, donc vous envoyez un document, un PDF, un fichier de connaissances, soit d'attacher carrément une base vectorielle. Donc les informations restent en travail local, vont utiliser donc des IA qui n'entraînent pas vos données. Donc on garde la privacy des data, la souveraineté des données, et on peut travailler avec des bases vectorielles, et on a notre deuxième cerveau en fait qui est directement intégré dans le système. Je peux donc demander au modèle de travailler uniquement sur ma donnée, basée sur une donnée de base de connaissances en local, qui est vectorisée, et le système va donc récupérer des sources à partir de ma base de connaissances, extraire les datas en utilisant un modèle gratuitement et m'indiquer les citations qui sont faites. On a donc ici des valeurs, ce qu'on appelle des chunks, c'est-à-dire la récupération de données pertinentes classées en fonction d'un système de re-rank. Donc on a un vrai système RAG qu'on a établi en système local. Donc là, on a créé un deuxième cerveau où on a une préservation de la confidentialité des données. Pour pouvoir accéder à cette fonction, vous allez dans la section espace, dans la partie connaissances. C'est ici que vous allez donc générer de nouvelles connaissances. Vous allez appeler donc la base de connaissances. Et je vais vous montrer en fait l'impact de la qualité de la data sur le contenu qu'on va obtenir. On va faire un test data brut, c'est-à-dire qu'on va prendre un PDF et on va travailler comme ce que font la majorité des gens, c'est-à-dire que les gens prennent un PDF, ils vont donc ajouter du contenu et téléverser un système. Je vais prendre donc l'étude de 58 pages de DeepSeek et par défaut, c'est ce que font toutes les vidéos sur Internet. Elles vous montrent, vous mettez un système de ce type. Voici ce qui se passe. De la même manière que je vous l'ai montré avec d'autres systèmes comme NotebookLM, l'envoi direct de data vous perd l'intégralité des contenus des images, vous perd la mise en page et le modèle
aura énormément de mal à comprendre votre donnée. Ça, c'est ce qui se passe quand vous mettez de la data brute. Toute la data doit être préalablement structurée et optimisée. Et pour ça, au moins, la première étape qui doit être faite, c'est d'utiliser au minimum une fonction d'extraction OCR. Moi, je vous conseille de utiliser des fonctions d'OCR de type Docking dans lequel on peut rajouter des structures JSON. Alors je vous en ai parlé dans les interfaces de chez Mistral. Vous allez pouvoir également utiliser la fonctionnalité d'extraction de data directement de cette interface, ce qui va vous permettre de récupérer directement de la data structurée et optimisée dans l'interface en utilisant vos paramètres, et vous pouvez bien sûr extraire une partie des images. Alors ça, il faut donc le paramétrer dans l'interface de génération, et vous mettez donc votre endpoint sur Mistral OCR. Alors le Mistral OCR par contre n'a pas par défaut la possibilité d'intégrer nativement l'export des images. Donc ça, on l'a uniquement sur l'interface officielle. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos, je vous ai montré comment il fallait faire. Pour optimiser votre donnée pour l'entreprise, c'est impératif d'aller faire de la data structurée et d'extraire la data structurée pour avoir l'intégralité du contenu. Voici ce que ça change. En termes de résultats, si je refais la même demande, j'enregistre le changement en utilisant un système d'OCR optimisé, je vais téléverser un nouveau fichier dans l'interface. Cette fois-ci, il va partir dans un système d'OCR optimisé. Vous allez voir qu'on va déjà nettement améliorer la compréhension de la data. Je vais récupérer, vous avez toute la structure qui, cette fois-ci, est correctement mise en place, qui intègre les images et les tableaux, et qui va être beaucoup plus facile au modèle à comprendre parce que la data est optimisée pour être comprise. Et on a l'intégration d'une partie des tableaux. Alors je vous ai montré dans d'autres vidéos que j'utilise bien entendu des systèmes plus avancés pour faire ça. Si vous voulez vraiment performer au niveau de votre donnée, c'est impératif de créer un dataset nettoyé optimisé. Donc on a une étape où on va nettoyer, compacter, mettre les métadonnées dans le système, et on a là tout qui est parfaitement structuré pour pouvoir travailler, et ça c'est la meilleure data pour pouvoir travailler en local très rapidement avec vos IA. D'une part, vous allez pouvoir travailler avec vos données sécurisées, avec de la data optimisée, et ça va changer tout en termes de compréhension au niveau des modèles, parce que vous allez pouvoir par-dessus voir la différence sur une data structurée, vous avez les tableaux, vous avez les structures des métadonnées, et ce qui vous reste à faire, donc, c'est de définir ce qu'on appelle les découpes. Alors, il y a différentes méthodes de découpe, on en a parlé dans d'autres vidéos, qui utilisent soit les tokens, moi c'est ce que j'utilise habituellement, c'est les structures de tokens, mais je fais de la découpe sémantique, et ensuite, on envoie ça dans les vecteurs, et on a votre propre base de vecteurs sur votre ordinateur. Tout reste en local, vous travaillez en local avec vos données, on a créé un deuxième cerveau, on va travailler avec des IA qui ne sont pas entraînés avec vos data, vous gardez la privacy, vous gardez le contrôle, et par-dessus, vous optimisez en mettant en place un système de recherche hybride, un système de re-ranking sur lequel vous optimisez les paramètres en fonction du type de data sur lequel vous travaillez. Donc le BM25, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est des outils que je utilise dans les recherches hybrides ou dans les recherches grep. Donc techniquement, si je devrais travailler et que j'ai besoin donc de travailler avec de la donnée sensible, de la donnée qui ne doit pas sortir de mon entreprise, si j'ai pas trop de puissance et j'ai pas une carte graphique suffisante, je vais utiliser un modèle sur lequel gratuitement, je sais qu'il n'est pas entraîné sur mes données. En plus, il est soit sur les serveurs de Ollama, soit sur chez Nvidia. Je vais pouvoir travailler avec. Si j'ai besoin d'avoir un deuxième modèle en simultané pour travailler sur les datas et avoir un regard, je dirais, différent sur le sujet, je vais activer un deuxième modèle parallèle. Je vais travailler avec mes données, mais non pas avec un PDF comme on l'a vu, avec une base de connaissances vectorielles, et donc je vais utiliser plutôt mon système de base vectorielle. On aura une reconnaissance par similarité et par système hybride avec un BM25 par-dessus. Donc on aura une database beaucoup plus précise, et je vais pouvoir commencer à travailler en utilisant deux modèles simultanés. Admettons que j'ai besoin de faire des approches complémentaires. Vous allez voir que en envoyant deux IA sur une base de connaissances, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir fusionner aussi les réponses. Et donc, je vais pouvoir utiliser la méthode des deux IA pour optimiser ma réponse finale. Je vais vous montrer ce qui va se passer. J'envoie qu'une première réponse, c'est le DeepSeek V4 qui répond en premier et qui va utiliser donc des systèmes. Vous voyez, j'ai demandé la formule utilisée pour la partie du système sparse du DeepSeek V4. Je récupère toutes les sections qui me sont utiles à partir donc de mon système Chunk. Ensuite, j'ai le Moonshot avec le Kibika 2.6 qui se met en route. Un tourne sur les puces de Nvidia, donc de manière complètement gratuite et indépendante,
n'entraîne pas les données. DeepSeek V4 Flash va tourner chez également Nvidia, mais vous avez la connexion chez Ollama si vous voulez. Vous avez deux approches différentes. Ce qui va m'intéresser, c'est sur la même problématique, je vais avoir deux approches et je vais pouvoir à la fin récupérer la réponse des deux IA. Donc je optimise encore et je réduis les risques d'hallucination. Donc je réduis la partie raisonnement. Ici vous avez donc le détail du système de raisonnement qui est en cours. L'utilisation de la source, c'est toujours ma database. La database, je vous le montre, elle est classée par un système de re-rank. Donc probabilité de précision 70% pour la première source, 65% pour la suivante. Donc c'est très important de optimiser votre base, comme vous le voyez, pour permettre au modèle d'identifier tout ce qui est à une valeur haute pour être injecté dans un contexte. On peut mettre un cut, par exemple 75%. On considère que tout ce qui est en dessous de 75%, on ne s'en sert pas pour sélectionner uniquement les contenus de haute qualité. Donc vous avez donc deux réponses qui sont faites par les LLM. Maintenant, j'ai deux approches différentes. Je peux soit en choisir une par rapport à l'autre, mais je peux aussi utiliser la fonction fusion où je vais fusionner les deux réponses, injecter la réponse du deuxième modèle dans la conversation et on va créer donc une réponse fusionnée à partir de deux réponses et donc on va encore une fois normalement diminuer les risques d'hallucination parce que les deux IA ont travaillé sur les bases, elles ont fait des recherches et statistiquement plus on multiplie les recherches indépendantes avec notamment des modèles de raisonnement par rapport à un modèle à réponse immédiate, vous réduisez donc l'erreur possible d'avoir un seul modèle qui récupère peut-être des sources et qui fait un défaut, mais en ajoutant votre data plus le système RAG qui est mis en place et un deuxième modèle par-dessus, on est quasiment sûr que l'intégralité de ce qu'on va aujourd'hui écrire est basée uniquement sur les deux éléments de contexte qu'on a ici. Donc s'il y avait une erreur dans une des deux IA, le fait d'avoir un deuxième modèle qui prend la main, qui prend le relais, ça va vous permettre en général de réduire fortement et de rectifier cette problématique. Ce qui est aussi possible de faire quand vous avez en fait la réponse de deux IA, compare en bullet point chacune des réponses des deux IA, vérifie les contradictions. On peut procéder aussi step by step. Alors dans ce type de situation, il est préférable de travailler avec un modèle de raisonnement pour qu'il puisse décomposer chacune des réponses des IA. Ici, vous avez donc les deux réponses, le moonshot qui a été fait et le DeepSeek. Et mécaniquement, donc le modèle va comparer la réponse de l'IA 1 et de l'IA 2 en identifiant les points clés de la première réponse, les points clés de la deuxième réponse et les mettre côte à côte. Donc ce sont en fait, si vous voulez, des process qui vont vous permettre, encore une fois, ce qu'on veut, c'est de réduire les probabilités de contradiction et de divergence dans une réponse d'une IA. C'est ça qui va amener de la déviance et de l'hallucination. Donc ce type d'outil va vous permettre en simultané de prendre des modèles et des architectures différentes et de mettre en avant les éventuelles contradictions. C'est exactement ce qui vient de se passer. La première réponse évoque un masque binaire local, bande diagonale, token globaux, contexte, pas de masque local et compression. Donc, si on a un doute sur un élément, la meilleure chose, c'est faire une recherche complémentaire. On reprend notre système, on lui demande de vérifier, formule en deux questions distinctes, utilise uniquement la base de connaissances et on lui donne la partie query. Donc vous avez vu qu'une IA, c'est pas une machine de vérité, une IA, c'est une machine de probabilité. Donc quand une IA fait une éventuelle erreur dans les tokens qu'elle va générer, ce qu'il faut absolument réduire et driver, c'est la probabilité qu'elle s'emballe avec des tokens dans une direction qui n'est pas factuelle. L'objectif en fait de construire une base de connaissances, c'est de driver un modèle dans la bonne direction sur le plan de la probabilité des réponses. Et quand votre data, elle est importante, c'est-à-dire quand votre data, elle a des conséquences sur le plan de l'entreprise, sur le plan juridique, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on vient de faire, c'est de mettre en parallèle des IA et ensuite comparer si les deux formulations vont dans la même direction. Là, on a détecté qu'il y en avait une au final qui manquait de précision. On lui demande d'aller récupérer les 3 points, d'aller les vérifier avec 3 questions. C'est ce qu'elle a fait. Elle a envoyé 3 requêtes, point 1, point 2, point 3 dans la data. Et maintenant, on va avoir la précision manquante parce que l'objectif d'une entreprise, soyons très clairs, c'est de limiter au plus possible le risque d'hallucination et le risque d'erreur. C'est pour ça qu'on construit des bases de données. Mais vous vous rendez compte qu'avec les mêmes bases de données, on vient d'avoir 2 réponses qui n'étaient pas absolument identiques. Pourquoi ? Les IA, ce sont des systèmes probabilistes. En conséquence, il n'y a pas d'IA qui ait une vérité absolue. C'est une probabilité d'injection de tokens. Ça dépend de comment elles sont entraînées et ça dépend de la data que vous avez envoyée dedans. C'est pour ça que je vous ai dit, la préparation de votre donnée, elle est capitale. Et là, maintenant, on a la réponse à nos points qui nous indique que la réponse numéro 1 présentait une erreur. N'oubliez pas que la réponse numéro 1 a été faite par un modèle
à réponse immédiate. Les systèmes FAST, DeepSeek V4 FAST. Donc c'est pas un modèle de raisonnement. Ce qui fait que en conséquence, il aura moins la capacité de décomposer une problématique bloc par bloc, et ça amène exactement ce qu'on vient d'avoir ici, une imprécision et un manque de profondeur dans la compréhension du problème. Ça, c'est typique des systèmes MOE, déjà pour commencer. Et donc, là, on a 2 points qui vont nous permettre de rectifier la problématique. Donc, je vous ai donné dans ce tuto, en fait, plein de stratégies pour à la fois utiliser des IA pour garder une souveraineté des données, une gouvernance de votre data, d'accéder à des interfaces développeurs, avoir des comptes qui n'entraînent pas vos données. Si vous voulez, ensuite, vous pouvez créer des bases de connaissances et travailler sur votre data en local et stocker tous vos vecteurs sur votre ordinateur. La seule chose, bien entendu, c'est avoir une carte graphique. Je vous dirais au niveau de la mémoire, c'est bien d'avoir au moins 128 Go. 64, ça passe en DDR6, en DDR5, pardon. En carte graphique, essayez d'avoir au moins 8 Go de DDR5. Si vous avez plus, pour les cartes graphiques, on monte jusqu'à la DDR7, c'est mieux. Ça sera plus fluide, mais sachant que le plus gros, au final, c'est pas votre ordinateur qui va le faire, étant donné qu'on se sert des processeurs de Nvidia ou des processeurs de Olama pour pouvoir faire tourner les LLM. La mémoire qu'on va se servir, c'est pour stocker la base de connaissances, la base vectorielle, qui va être stockée sur votre ordinateur. Donc, les données restent locales et ne sont pas utilisées par les IA pour les entraîner.